Alors, bonjour à toutes et à tous pour cette présentation du jeu pédagogique Mission Indigo les cartes. Donc, j'ai commencé par me présenter. Donc, je suis Marion Robertou et je suis co-conceptrice de ce jeu qui s'inscrit dans la continuité, comme ça a été dit, hein, du manuel Mission Indigo 6e auquel j'ai également participé. Donc, je suis professeure agrégée de mathématiques. J'enseigne depuis 25 ans. Et j'exerce actuellement au collège Jean Moulin de Coulugné-Chamiers, donc juste à côté de Périgueux, en Dordogne, après avoir enseigné quelques années dans l'académie d'Orléans-Tours. Je suis également formatrice académique depuis 10 ans et j'ai pu concevoir et animer des formations justement sur l'utilisation des jeux en mathématiques, donc des jeux que j'utilise dans mes classes depuis déjà de nombreuses années. Alors, avant de vous présenter en détail le jeu Mission Indigo les cartes, la question déjà se pose de la légitimité des jeux en classe. Les jeux, en fait, ils ont toute leur place au collège. Leur utilisation, elle est notamment conseillée dans le plan Villani-Torossian de février 2018. Le jeu, en fait, fait partie des 21 mesures pour l'enseignement des mathématiques, en lien particulièrement avec la notion de plaisir et également avec la création de clubs, donc y compris de jeux mathématiques. Alors, il y a également un document ressources EduScol de mars 2016, intitulé Les mathématiques par les jeux, qui est même entièrement consacré en fait à l'usage du jeu justement en mathématiques. Alors, la question se pose, c'est pourquoi jouer en mathématiques? Alors, tout d'abord parce que le jeu, en fait, le jeu facilite le développement des compétences qui vont être utiles aux mathématiques. En effet, le jeu, il amène l'élève à raisonner. Il doit faire des choix, prendre des décisions, anticiper un résultat. En fait, toutes ces attitudes, en fait, ce sont des attitudes que l'on attend d'un élève lorsqu'il va être en résolution de problèmes en mathématiques ou bien en résolution de tâches complexes. Le jeu, ça va permettre justement de développer tout ce qui est prise d'initiative des élèves. Alors pour autant, il y a des élèves qui peuvent se retrouver aussi bloqués justement en cours de résolution de problèmes. Et souvent, ils se retrouvent bloqués parce qu'il y a un manque de facilité au niveau du calcul, au niveau des automatismes. Alors grâce au jeu, en fait, le professeur, il peut faire travailler justement ces automatismes à ses élèves et en même temps les motiver. Donc ce qui est attendu, et ce qui est souhaité, hein, c'est une construction en fait pérenne de ces automatismes, notamment de calcul. Et le jeu, bah, il facilite justement cette construction. Alors de plus, le jeu, il peut être utile tout au long de la construction d'une notion. C'est-à-dire ça peut être un outil qui est pertinent, mais à différents moments des apprentissages. Donc on peut utiliser le jeu pour introduire par exemple une nouvelle notion, mais également pour construire des automatismes mais également pour approfondir une notion. Et puis, on peut s'en servir aussi pour apporter de la remédiation aux élèves. Donc là, on a vraiment différents temps où les jeux peuvent être utiles. Et puis, on peut réinvestir le moment du jeu en y faisant référence justement au cours des apprentissages, c'est-à-dire de faire référence à des élèves. À un moment donné, on a traité ce jeu et je vais m'appuyer sur ce temps de jeu pour faire avancer aussi les connaissances des élèves. Alors, en outre, les mathématiques, en fait, déjà, ça se prête assez facilement aux activités ludiques. Au cours d'un jeu, donc le contexte, il est surtout convivial. L'utilisation du jeu, ça va permettre de changer notamment l'image que peuvent avoir les mathématiques. Les élèves ont aussi des idées un peu toutes faites des mathématiques. Donc ça peut aussi changer un peu le regard que les élèves peuvent porter sur les mathématiques et mobiliser davantage les élèves. La plupart des enfants sont naturellement joueurs. Ils se lancent, ils sont actifs et justement dans le jeu, ils peuvent prendre du plaisir, c'est ce que j'ai fait référence tout à l'heure et ils vont pouvoir développer, une relation nouvelle, à la discipline. Alors, perdre un jeu, ça n'a pas non plus les mêmes conséquences pour un élève que de se retrouver en une situation d'échec, par exemple face à un exercice. Lorsqu'il est pris dans le jeu, l'élève, il va pouvoir, s'autoriser, par exemple, certaines procédures qu'il n'aurait peut-être pas tenté de mettre en place, n'aurait peut-être pas osé, dans le cadre plus classique d'un cours de mathématiques. Donc le jeu va permettre aussi à l'élève quelque part, de se décomplexer, de tenter, d'essayer, de faire des erreurs et on sait que tout ça, c'est indispensable, en fait, au apprentissage.
Alors, aussi, un des atouts du jeu, c'est que le jeu réside dans la décentration des objets d'apprentissage. En fait, ces objets d'apprentissage ne sont plus regardés pour eux-mêmes, mais ils sont là pour gagner dans un espace de jeu, en fait, spécifique. Donc, finalement, l'élève, il se trouve dans une situation de joueur et plus uniquement d'élève. Donc ça, c'est aussi une plus-value du jeu. Alors, tous les enfants ont une propension naturelle à jouer, hein. La pratique du jeu, ça conduit à développer chez les enfants des compétences qui mobilisent la logique, la stratégie, la rigueur, la concentration, la mémoire, et puis aussi la capacité d'abstraction, qui sont toutes tout ça, ce sont des facteurs de réussite, en particulier en mathématiques. Donc, il s'agit davantage d'un partage de connaissances, en fait, lorsqu'on est dans le cadre d'un jeu, plutôt aussi qu'un travail individuel. Donc, les élèves, en fait, vont s'investir lorsqu'ils sont mis en activité et puis surtout, ils mettent du sens, en fait, dans ce qu'ils sont en train de faire. Donc, il y a un changement aussi de positionnement de la part des élèves lorsqu'ils sont en phase de jeu qui amène les élèves aussi à être davantage autonomes. Donc, on a pas mal d'atouts en termes d'attitude sociale. Le jeu permet de développer pas mal de compétences sociales. Il y a aussi une dynamique d'équipe, d'entraide, de collaboration, qui peut émerger dans la classe justement quand les élèves se trouvent en situation de jeu. Alors le fait de jouer permet de développer toutes ces attitudes sociales, puisque respecter des règles, prendre des initiatives, apprendre justement à coopérer, hein, être capable de prendre des décisions aussi, et puis accepter de perdre, puisque ça peut arriver aussi dans le cadre d'un jeu, bah, ce sont des compétences qui sont développées. Donc même si la compétition, elle existe dans le cadre d'un jeu, bah, cette compétition, en fait, elle est sans enjeu pénalisant pour l'élève, et donc ça peut lui permettre aussi de vouloir se surpasser. Alors, je viens de vous montrer finalement qu'il est tout à fait légitime en fait d'utiliser le jeu et que le jeu a toute sa place en fait en mathématiques. Alors moi, à titre personnel, ça fait plus de 10 ans que j'utilise les jeux et que les jeux ont vraiment toute leur place au sein de mes classes. Donc je les utilise maintenant très régulièrement. Je m'en sers pour faire réviser les élèves, pour des fois travailler des prérequis qui vont être nécessaires à l'introduction d'une nouvelle notion. C'est essentiellement sur ces points-là que je mets en place le jeu. Ça peut être aussi pour de la médiation, je l'évoquais tout à l'heure. Alors, les jeux que j'utilise, ils sont assez variés, donc ça va des jeux de cartes, des jeux de dés, puis aussi des jeux de plateau que j'ai moi-même confectionnés ou même que certains de mes élèves ont pu confectionner. En Utiliser des jeux, en fait, moi, ça s'est fait quand même progressivement, puisque la mise en place du jeu en classe, ça nécessite quand même certains petits points de vigilance. Alors justement, comment faire quand on veut essayer de mettre en place un jeu dans son cours? Finalement, par quoi commencer? Euh, Moi, je pense qu'il est préférable de commencer à mettre en place des jeux courts avec des règles simples et puis sans déplacement des élèves au sein de la salle de cours. Euh, Ça permet d'avoir un contexte rassurant, aussi bien pour les élèves que pour l'enseignant. Alors là, je vous présente un jeu qui justement est assez simple à mettre en place. Donc, c'est le jeu des angles. C'est l'un des premiers jeux que j'ai pu tester au sein de mes classes. Ce qui permet de réviser, de travailler des notions au niveau de la géométrie et plus particulièrement sur les angles. Alors, il est facile à mettre en place puisqu'il y a peu de matériel. Ça nécessite d'avoir un vidéoprojecteur et des rapporteurs pour les élèves. Donc, le professeur, en fait, projette une série d'angles et les élèves donnent une estimation de leur mesure. Alors, il y a un premier temps où ils vont donner une estimation simplement en comparant à l'angle droit, et puis un deuxième temps où ils essaieront de donner une estimation, par exemple, à 10 degrés près. Et puis, on peut complexifier un petit peu le jeu en demandant une estimation encore plus précise de la mesure. Donc, les élèves peuvent donner leur estimation aussi bien sur une ardoise que sur une simple feuille, hein. Et la validation, à la fin, donc, elle se fait à l'aide du rapporteur. Donc, le gagnant est celui qui évidemment, aura donné l'estimation la plus proche de la mesure de l'angle.
Ce qui est intéressant dans ce genre d'exercice, c'est qu'on travaille en fait justement l'estimation, l'ordre de grandeur, et puis ensuite l'utilisation du rapporteur. Donc on est vraiment dans les compétences mathématiques dans le cadre de ce jeu. Donc l'intérêt de commencer par ce genre de jeu, là par exemple, c'est de faire découvrir aux élèves une activité qui va être assez ludique, motivante, mais surtout différente par rapport à un cours traditionnel. Et on travaille, comme je l'ai dit, l'estimation de la mesure d'un angle et l'utilisation du rapporteur. Euh, Côté enseignant, la plus-value d'utiliser ce genre de jeu simple au départ, c'est d'expérimenter le jeu tout doucement et aussi de se familiariser avec ce genre de pratique en classe. Ensuite, la question, c'est quand jouer. Alors, les temps de jeu, en fait, ils vont varier, en réalité, en fonction du jeu choisi. Donc, il y a certains jeux qui vont se prêter plutôt bien à l'introduction d'une notion, d'autres, ça sera plutôt en termes de réinvestissement. De faire des jeux courts, par exemple, comme un rituel de début de cours ou en fin de séance, ça facilite quand même la mise en place du jeu dans la classe. Sur ce genre de rituel, on a les jeux de calcul mental, qui s'y prêtent bien. Ce qui est aussi important, c'est de ne pas réserver les jeux à ceux qui auraient uniquement fini, parce que le jeu, c'est une activité pédagogique à part entière, comme toutes les autres activités, et ça ne doit pas se limiter juste à du soutien ou bien une récompense. Donc en fait, chaque élève doit pouvoir à un moment donné au sein de la classe pouvoir jouer en cours de mathématiques. Il y a aussi certaines séances qui peuvent être situées à des heures où la concentration des élèves est difficile à obtenir, où on va avoir un manque d'engagement aussi, de motivation de la part des élèves. Ça peut être aussi un temps favorable, justement, une belle occasion pour se lancer dans le jeu. Alors, au niveau de la posture du professeur, en fait, il est assez compréhensible d'avoir peur de se mettre en danger lorsqu'on on met les élèves en situation de jeu et avoir la sensation de ne pas tout contrôler. Parce que finalement, oui, dans ces moments de jeu, ce sont les élèves essentiellement qui font et non l'enseignant, même si on verra que l'enseignant a un autre rôle dans ces moments-là. Donc, c'est vrai que quand on met en place des situations de jeu, il faut accepter qu'il puisse y avoir un bruit de fond. Euh, Parce que les élèves vont parler, ils vont expérimenter, ils vont débattre aussi au sein du cours. C'est un jeu, donc les élèves, ils risquent finalement un peu de s'amuser à faire des mathématiques. Donc, ça va produire du bruit. Mais malgré le bruit généré, en fait, ce qui est surtout intéressant, la plus-value de tout ça, c'est quand même qu'ils vont réfléchir, ils vont fournir du travail, et c'est la qualité et la quantité du travail qui va être fourni par les élèves. Souvent, souvent ce travail-là est bien meilleur en fait qu'une séance qu'on pourrait qualifier de silencieuse, parce que ce bruit en fait est le témoin d'un engagement qui est pleinement actif en fait de la part des élèves. Quand on crée du jeu, ça crée aussi un espace à part dans l'activité de l'élève. C'est-à-dire que l'élève considère que ce temps-là est un temps un peu spécifique dans le cadre d'un cours. Donc, il est important aussi de la part de l'enseignant de bien identifier ce temps de jeu, de l'inscrire dans le temps de travail, de sorte qu'il n'y ait pas de confusion justement avec les règles de vie, de débat lors des autres temps d'apprentissage. Ça fait partie aussi du temps de travail. Donc finalement, l'enseignant, quand il met ses élèves en situation de jeu, il se trouve surtout dans une posture de lâcher prise. En fait, il va donner aux élèves la responsabilité de leur travail. Il donne l'autorisation d'expérimenter aussi des chemins qui peuvent être un peu différents par rapport à ce qu'ils peuvent faire d'habitude, et surtout de leur laisser le choix, en fait. Et c'est cette posture de lâcher prise qui, souvent, de la part des élèves, en fait, c'est ressenti comme aussi un gage de confiance. Alors, quel est justement le rôle de l'enseignant lorsqu'on met les élèves en situation de jeu? Il explique les règles, tout d'abord, et puis il laisse les élèves jouer. Donc, il laisse les élèves jouer, débattre entre eux. Donc, l'enseignant est évidemment là, il est présent au sein de la salle, mais il garde quand même ses distances. Il a un rôle d'observateur et d'arbitre. Donc, il va s'assurer que tous les élèves se mettent au travail, il va répondre aux éventuelles questions des élèves si jamais il a besoin de débloquer une situation particulière, il peut préciser peut-être une règle du jeu qui serait mal comprise, et puis
surtout, il va faire en sorte que les élèves réfléchissent en fait sur le jeu. Donc l'idée, ce n'est pas de donner une réponse à la place d'un élève qui se retrouverait face à une question totalement impromptue, mais c'est vraiment plutôt d'inciter les élèves à réfléchir et de les pousser à raisonner. En fin de séance aussi, l'enseignant peut avoir un rôle d'organiser finalement aussi, de faire un point sur cette phase de jeu, c'est-à-dire d'expliquer collectivement ou individuellement, peut-être par groupe, finalement ce que les élèves ont appris au sein de ce jeu, ce qu'ils ont appris à faire et puis aussi ce qu'ils ont compris. Donc l'enseignant peut faire un bilan, demander aux élèves de rédiger aussi un bilan sur ces différents points et peut-être aussi leur demander de lister les points qui ont pu leur poser peut-être des difficultés. Alors, c'est assez rare, mais certains élèves aussi ne souhaitent pas jouer, ne veulent pas participer aux séances de jeu. Alors, pour différentes raisons, hein, il y en a certains qui déjà ne jouent pas chez eux, donc ils mettent plus de temps à comprendre les règles, à mettre en place aussi des stratégies, et cela peut être difficile peut-être pour eux à vivre. Ils se mettent quelque part en danger. D'autres n'aiment pas perdre, tout simplement. Donc, dans ces cas-là, ce qu'on peut faire, c'est mettre les élèves en groupe, voilà, et changer les groupes aussi pour varier, de sorte à ce que ce ne soit pas toujours non plus les mêmes qui vont gagner au sein du groupe, etc. De varier, de les mettre en confiance petit à petit, ça peut être aussi des stratégies opérantes de la part de l'enseignant. Alors l'échec, hein, le fait de perdre dans un jeu, hein, l'échec sous le regard des autres, on sait que ça peut être dur à vivre. Donc là aussi, le rôle de l'enseignant, c'est de dédramatiser et puis de rappeler que ce n'est qu'un jeu finalement. Ça permet aussi, dans le cadre de ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, ça permet aux élèves d'apprendre à respecter les règles et perdre, ça fait partie aussi des règles du jeu justement. Euh, D'autres choses qui peuvent apparaître aussi en séance de jeu, c'est le conflit. Donc, l'enseignant doit veiller à trouver des modalités de jeu, éventuellement individuelles, hein, qui vont permettre d'éviter des situations de conflit. Donc ça, j'aurai l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Et puis, il est important de communiquer, d'expliquer aux élèves, déjà pourquoi on joue, et ce qu'on va apprendre justement durant cette séance de jeu. Donc, il est important aussi de prendre un temps pour faire un bilan. Pendant les temps de jeu, on a plein de choses en fait à observer, puisque l'investissement des élèves, il est visible. Et il est important de valoriser aussi cet investissement, parce que tout simplement, dans le cadre du jeu, les élèves pratiquent une activité mathématique. Donc le jeu, je l'ai dit tout à l'heure, hein, ça permet d'observer les compétences, notamment sociales, des élèves. Le but, ça n'est pas non plus, côté enseignant, d'évaluer tout le temps, hein, d'être toujours dans l'évaluation des compétences sociales des élèves, mais c'est de préserver l'espace de jeu aussi de l'évaluation. Ça peut permettre des élèves, d'amener les élèves, en particulier ceux qui sont peut-être les plus fragiles, à s'autoriser des stratégies d'engagement. En tous les cas, côté enseignant, les phases d'observation comme ça des temps de jeu, ça permet de récolter énormément d'informations et ça va permettre de définir vraiment au mieux certains besoins des. Donc là, je viens de revenir, hein, sur tout le côté légitimité du jeu en cours de mathématiques. Donc là, je vais vous présenter le jeu Mission Indigo, les cartes, dont le visuel déjà reprend celui des manuels Mission Indigo avec un graphisme, hein, sur le thème des planètes qui est repris dans le cadre de ces cartes. Alors, ce jeu, il est présenté sous la forme d'une boîte entrée ici. Alors, c'est une boîte qui est facilement transportable, puisque au niveau des dimensions, ça fait 15 cm sur 10 cm et on est sur une épaisseur de 3 cm. Donc, c'est des petites boîtes facilement transportables d'un groupe à l'autre, d'une salle à l'autre. Cette boîte, donc, elle s'adresse, hein, le jeu ici s'adresse aux élèves du niveau 6e. Donc dans la collection, il y a 3 boîtes. Vous pouvez voir 3 boîtes qui sont disponibles. Chaque boîte contient 2 thèmes. Donc la première boîte contient le thème nombre entier et nombres décimaux. La deuxième boîte, on est sur mesure et espace et géométrie.
et la dernière boîte sur proportionnalité et grandeur. L'avantage, c'est que selon l'avancement dans le programme, en fait, ces thèmes pourront être mêlés. Donc, on pourra mélanger en fait les contenus des trois boîtes au sein d'une même partie. Alors, dans chaque boîte, on peut trouver donc deux paquets de 54 cartes. Au niveau de la présentation, là, on a les deux paquets de 54 cartes, donc chaque paquet portant sur un thème. La couleur aussi euh, la couleur des cartes, en fait, représente les thèmes, donc on peut les identifier facilement, et ça va permettre aussi de trier les cartes assez facilement à l'issue d'une séance. L'ensemble des questions qui vont figurer sur ces cartes, elles répondent au programme de sixième et aux attendus de fin de cycle 3. Donc, à l'intérieur de chaque boîte, au-delà des 54 cartes d'un premier thème et d'un deuxième thème, donc on trouve également deux plateaux. On montre un plateau, donc premier plateau et l'autre plateau donc au verso. Donc deux types de plateaux, une course intersidérale et une traversée d'astéroïdes. Donc on trouve bien le même thème avec les planètes. Je décrirai la différence entre les deux plateaux juste après. Sur le site Hachette, donc, il y a un document d'accompagnement également pédagogique qui est disponible et on peut y retrouver justement ces plateaux, ces deux plateaux à imprimer en couleur si on veut refaire des impressions, et également en noir et blanc. On peut y retrouver aussi les cartes règles si on souhaite donc en réimprimer. Alors, sur ce principe de jeu, donc le jeu se joue à partir de deux joueurs. Alors, deux joueurs ou deux équipes, parce qu'on peut fonctionner également en équipe. Donc, soit on joue en mode joueur contre joueur ou équipe contre équipe. Alors, voici le premier plateau de jeu dont je vous parlais tout à l'heure, donc le plateau de jeu course intersidérale, qui est constitué donc d'une série de 7 planètes avant d'atteindre la dernière planète, donc la planète Alpha. Donc l'idée, c'est comme pour un jeu de plateau traditionnel, hein, c'est d'avancer de planète en planète jusqu'à arriver à la planète Alpha. Donc avant le jeu, chaque joueur va poser son pion. Donc alors, le pion, c'est un objet du quotidien. Un capuchon de stylo fera l'affaire, une gomme. Donc là sur le plateau, j'ai placé une gomme, un jeton. Donc on place son pion sur la base de lancement en bas à gauche. Donc, chaque joueur va poser son pion. Ensuite, chaque joueur va piocher une carte dans les cartes qui ont été sélectionnées, hein, donc soit de la boîte en question, soit, je l'ai dit tout à l'heure, on mélange les cartes. Chaque joueur pioche une carte et celui qui a le plus petit numéro, donc en haut à gauche de la carte, va récupérer toutes les cartes, va les mélanger et va les distribuer. Une fois que les cartes ont été distribuées, donc en fonction du nombre d'équipes de joueurs, hein, il va demander, donc le premier joueur va demander au joueur à sa gauche s'il souhaite une question ceinture jaune ou une question ceinture verte. On peut voir hein, sur le recto de la carte, figure deux questions, deux niveaux de ceinture. Donc le niveau de la ceinture jaune, c'est le niveau le plus facile, qui correspond essentiellement à des automatismes, alors que la question ceinture verte va nécessiter un peu plus de réflexion. Donc une fois que la couleur de la ceinture a été choisie, le joueur lit la question correspondante de la première carte de son paquet. Donc là, évidemment, l'autre joueur va réfléchir, il va proposer une réponse. Le joueur ayant en main la carte, donc va retourner la carte au verso de la carte. Donc on peut voir la réponse donc à la fois de la question ceinture jaune et ceinture verte. Donc il regarde la réponse de la question qui avait été choisie, de façon à valider ou non la réponse qui a été donnée par l'autre joueur. Alors, si la réponse est validée, le joueur va avancer d'une planète. S'il avait choisi une question ceinture jaune, là, donc il avance d'une planète. Et il avance de deux planètes s'il avait choisi une question ceinture verte. Et la carte rejouée est remise sous le paquet. Donc le joueur qui vient de répondre va interroger à son tour le joueur situé à sa gauche et ainsi de suite. Évidemment, si la réponse n'est pas validée, le joueur n'avance pas et donc reste à l'endroit où il était positionné. Le jeu s'arrête quand un joueur arrive sur la dernière planète, donc la planète Alpha, donc tout en haut à droite, et c'est alors lui qui gagne la partie.
Alors, il y a un autre plateau, je vous ai parlé d'un autre plateau qui est au verso du premier. Donc cet autre plateau s'appelle la traversée d'astéroïdes. Donc là, on a un peu plus de planètes, on a 11 planètes, et on a une planète violette qui permet d'avancer d'une planète quand on tombe dessus, mais surtout de deux obstacles. Donc ce sont les planètes rouges, les planètes reculées d'une planète. Alors, ce plateau de jeu, l'intérêt, c'est qu'il va permettre de motiver les élèves à choisir à un moment donné, en fait, des questions ceinture verte, c'est-à-dire des questions qui impliquent un peu plus de réflexion. Ils seront obligés de choisir ces questions ceinture verte, pardon, s'ils ne veulent pas être bloqués dans le jeu. Alors là, vous pouvez voir, si on arrive sur la planète rouge, donc justement reculée d'une planète, eh ben, si je choisis une question ceinture jaune, même si ensuite j'ai juste, ben, je vais retomber sur la planète reculée et en fait, je me retrouve bloqué. Je ne pourrai jamais avancer. Donc, le seul moyen de passer cet obstacle, pour l'élève, ça va être de choisir la question ceinture verte de façon à pouvoir le franchir. Je précise quand même que si le niveau des joueurs est fragile, il vaut vraiment privilégier plutôt le premier plateau de jeu, hein, avec plutôt des questions de type automatisme. En tous les cas, sur les deux plateaux, quel que soit le choix qu'on va effectuer, les règles du jeu restent absolument les mêmes sur les deux modalités de plateau. Alors, il y a également des variantes dans les règles qui sont possibles. L'enseignant peut faire le choix de proposer ces variantes. Alors, dans le cas de plusieurs joueurs, si le tour de table, hein, parce que de passer d'un joueur à l'autre, le tour de table risque d'être un peu long. Donc, pour garder l'ensemble des joueurs attentifs, justement, de ne pas attendre juste que tombe sur leurs questions, on peut mettre en place la variante suivante, c'est-à-dire que si la réponse du joueur dont ce n'est pas dont c'est le tour, pardon, n'est pas validée, le suivant peut proposer aussi une réponse. Du coup, il est actif. Et si elle n'est pas validée à nouveau, c'est le suivant qui peut proposer sa réponse et évidemment ainsi de suite. Ça peut donner l'opportunité en fait à chaque joueur d'avancer déjà plus vite et puis aussi d'être à l'écoute même quand ça n'est pas forcément à lui à ce moment-là de répondre. Donc le jeu reprend ensuite évidemment son cours selon la règle de base qui était établie. Une autre modalité, une autre variante, c'est d'introduire une limite de temps pour donner la réponse, ce qui permet de rythmer la séance. Ça peut aussi accroître la difficulté, puisque les élèves sont un peu contraints de répondre en un temps imparti. Donc ça, c'est d'autres variantes qui sont possibles de mettre en place. Et puis, tout à l'heure, je parlais des élèves qui pouvaient être un peu réfractaires aux situations de jeu. On peut utiliser ces cartes aussi en dehors d'un contexte de jeu, justement. Elles peuvent être utilisées sans plateau. Par exemple, en début d'heure, on peut faire piocher une carte à un élève, questionner la classe, et puis l'élève ayant pioché la carte annonce la réponse à la classe. C'est-à-dire, ça peut être un rituel de début d'heure au sein de la classe, totalement dépendamment du contexte de jeu. Et là, on est clairement dans le fait de favoriser la construction d'automatismes. Et puis, une autre modalité, c'est un élève peut quelque part alors, jouer seul avec un objectif d'auto-apprentissage, c'est-à-dire de compter à chaque fois le nombre de bonnes réponses qu'il peut avoir, avec un challenge, par exemple, d'avoir le plus de réponses possible en un temps imparti. Et dans ces cas-là, on est vraiment sur le fait de travailler la mémorisation, en fait. Alors, quelques conseils aussi dans la façon de mettre en place le jeu, notamment pour les joueurs, en fait, c'est que certaines questions pourront être difficiles à comprendre si simplement on les formule à l'oral. Ça va être le cas des questions avec une figure, ce qu'on peut voir, ou un tableau ou un graphique, qu'on peut voir là sur les deux cartes. Dans ces cas-là, bien évidemment, les cartes, on verra à les montrer au joueur qui doit répondre. On peut même inciter, certains élèves à poser, qui posent la question, à montrer en fait la carte au joueur qui doit répondre, même si, sur la carte en question, on n'a pas forcément de figure, de tableau ou de graphique. Donc par exemple là, sur la carte en question, donc c'est avec une fraction décimale, ça peut permettre pour certains élèves de mieux visualiser aussi, la question. Donc ça, c'est aussi des choses à prendre en compte et au niveau de l'enseignant, d'être vigilant à ce genre de situation pour des élèves qui pourraient être en difficulté sur la compréhension d'une question. On peut montrer la carte de toute façon. Là, dans l'exemple de cette carte qui vous est montrée, donc on a des petits problèmes. On peut aussi inciter les joueurs dans le cadre de certaines
question, d'utiliser une feuille de brouillon pour faciliter les petits calculs, une prise de notes assez rapide. En revanche, la calculatrice n'est pas autorisée dans le cadre de ce dispositif de jeu, hein, puisqu'on travaille aussi les automatismes de calcul. Alors, ce jeu, il peut être mis en place à différents moments en fait du cours. Donc, ça peut être mis en place en début d'heure, en fin d'heure, hein. Comme je disais tout à l'heure, une forme de rituel. Donc, 10 minutes de jeu, par exemple. On peut faire un temps plus long lors de la première séance de jeu parce qu'il faudra expliquer les règles, mais un rituel de 10 minutes en début ou en fin d'heure paraît être pertinent sur l'utilisation, en tous les cas, de ce jeu. Cela permet de consacrer un temps court à la réactivation, à la mémorisation de certaines notions, et on peut aussi utiliser de façon tout à fait déconnectée de la notion qui est en train d'être travaillée. Donc ça, c'est tout un bénéfice aussi de ce jeu. Ça va permettre de mémoriser les automatismes de façon durable, en fait. Euh, J'en parlais aussi tout à l'heure, hein, ça peut être utilisé au moment d'introduire une nouvelle notion pour s'assurer aussi de certains prérequis justement qui seront nécessaires à cette notion. Et puis après, on peut le mettre en place sur des temps plus longs, sur une séance entière par exemple, consacrée exclusivement au jeu. Et puis, ça peut être mis en place dans le cadre, par exemple, des ateliers différenciés tournants, c'est-à-dire que chaque groupe va travailler sur, par exemple, l'un des 6 thèmes, parce que vous avez 6 thèmes au sein des 3 boîtes. Donc, de faire tourner aussi les élèves sur des ateliers en fonction des thèmes. Donc ça peut être aussi une façon de mener la séance. Et puis, ça peut être l'occasion aussi de faire des jeux au moment où des activités plus ludiques semblent pertinentes, comme par exemple en fin d'année scolaire, ou bien dans le cadre euh, d'événements un peu plus majeurs, comme par exemple dans le cadre de la semaine des mathématiques. Donc là, le jeu s'y prête tout particulièrement. Donc, comme ça a été évoqué, bon, ça je l'ai dit tout à l'heure, hein, sur la place de l'enseignant va pouvoir observer ses élèves, va pouvoir repérer non seulement les réussites, parce que c'est important de repérer les réussites, mais aussi les obstacles qu'ils vont pouvoir rencontrer lorsqu'ils vont utiliser ces cartes. Euh, et, et justement, lorsque certaines questions vont poser des difficultés, ce qu'on peut faire, c'est demander aux élèves de mettre justement ces cartes un peu de côté et de pouvoir les reprendre ultérieurement avec eux, de retravailler justement ces notions et de pouvoir apporter aussi une remédiation. Donc, on n'est pas dans le cadre d'un test ou d'une évaluation, mais on est dans le cadre de l'observation et on peut repérer aussi les besoins des élèves. Voilà. Toujours pareil, hein, l'enseignant va de toute façon expliquer les règles, jouer le rôle d'arbitre et, et observer tout ce qui se passe au sein de la classe lorsqu'il met en place le jeu. Donc voilà pour la présentation de ce jeu, donc Mission Indigo les cartes, et je me tiens bien évidemment à votre disposition pour répondre à d'éventuelles questions. Alors, si je reprends le fil des questions, une question de Merlin, combien de boîtes par classe, de boîtes par classe a-t-on besoin si on a une classe de 24 élèves? Alors ça, c'est une question intéressante. Marion, je sais qu'il y a différentes modalités de jeu que vous avez décrites, classe entière et d'autres configurations. En fait, tout dépend. En fait, ça dépend des modalités qu'on veut mettre en place en termes de jeu. Une boîte peut être consacrée intégralement à un groupe si on veut mélanger tous les thèmes, et que les élèves aient un maximum de cartes, si par exemple on le tient sur une heure. On va avoir forcément besoin de davantage de cartes si on veut partager tous ces thèmes entre différents groupes, par exemple dans la classe. Donc j'ai envie de dire, ça dépend véritablement des modalités de jeu qu'on veut mettre en place dans la classe. Et bien, ce que je n'ai pas précisé tout à l'heure, c'était marqué sur les boîtes. Pour nous, ça nous paraît évident, mais c'est que ces boîtes sont pour la sixième, hein, parce qu'il y avait une question sur la suite en cinquième. Donc, on peut imaginer aussi en début de sixième, je En ne sais début de pas, Marion, cinquième. oui, 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 en,
En début de Je te sixième, laisse. comment dire, il y a peut-être certaines boîtes qui seront plus facilement utilisées en début d'année de sixième et d'autres ou d'autres thèmes peut-être utilisés en milieu d'année ou en fin Oui, de sur les nombres trimestre. entiers, par exemple, sur les nombres entiers, c'est clairement le jeu par lequel on peut commencer tout de suite en début d'année. Donc, on va réactiver pas mal de connaissances, notamment du CM2. Tout à fait. Alors que arrivé en fin d'année de sixième, tous les jeux pourront servir pour de la révision, être mélangés, donc avec des boîtes de différents, comment dire, sur différents thèmes, ça peut comment dire, permettre de faire jouer davantage d'élèves ensemble sur des thèmes Ouais. différents. De Alors, il y même avait qu'en cinquième, ça trouve toute sa place en début d'année pour faire des révisions également. Donc, on n'est pas que sur le niveau sixième, finalement, ça trouve toute sa place bien au-delà, quoi. oui, et, à ce propos, une précision aussi sur les cartes, le niveau sixième n'est pas indiqué. Justement, Mm, on a pensé avec les auteurs que le mm, fait de ne pas mettre le niveau, si jamais ces cartes sont utilisées en cinquième pour de la révision, ouais. voire, je ne sais pas, avec des élèves en grande difficulté dans des années ensuite, ça permet de ne pas avoir ce niveau et éventuellement que ça ne fasse pas réagir les élèves par rapport au niveau qui est indiqué. Donc le niveau est indiqué sur la boîte et en revanche, pas sur les cartes. Mm. Alors, est-ce que les cartes sont autocorrigées? Oui, hein, puisque les cartes recto verso qui ont été présentées tout à l'heure par Marion Robertou, on voit que les réponses sont toutes au verso. Avec les groupes de besoins de sixième, est-il préférable de jouer en classe entière ou en petits groupes? Bah, les deux modalités sont possibles là pour le coup. Les deux. Je crois qu'il n'y a pas, là, il n'y a véritablement pas de différence. Alors, peut-être que sur les groupes de besoins, euh, étant donné qu'on a des niveaux quelque part avec les ceintures, puisqu'on a plutôt les automatismes et plutôt de la réflexion sur l'autre couleur, on peut aussi assigner un type de question justement en fonction des besoins des élèves. Et là, on est clairement sur les besoins par rapport au thème en plus. Donc ça s'y prête de toute façon en classe entière de façon naturelle, et au groupe de besoins, bah là tout particulièrement. Pourquoi le nom des droites n'est pas écrit entre parenthèses? Alors ça concerne une des cartes qu'on a vues tout à l'heure, le petit schéma sur lequel était basée la question. Donc on avait une droite qui devait être indiquée et elle Il faut n'était que pas tu écrite repartages entre, l'écran. ouais, elle n'était pas écrite entre parenthèses. Alors il y a différentes pratiques sur les notations des droites. Dans les ouvrages Mission Indigo, le parti pris, c'est celui, je crois, d'écrire les noms des droites comme Laissant. ouais, Mm, sans les parenthèses, des 1, des 2, des 3, de cette manière-là. En tout cas, dans les manuels, c'est ainsi mm. que c'est pratiqué. Oui. Ce qui est le cas d'ailleurs au lycée. Donc là, on est dans l'ordre de la convention, hein, effectivement. Mm. En tout cas, c'est un parti pris qui est cohérent dans la collection, on va dire, et ça reste un parti pris. Alors, comment gérer le bruit de fond, demande-t-on, si les élèves doivent jouer en binôme? Alors, vous avez répondu tout à l'heure, à un moment donné, Marion. Mhm. Alors, pour l'avoir utilisé, parce que du coup, je l'ai bien testé là en classe, en fait, il y a une émulation. C'est-à-dire que le bruit, autant au sens de bruit, n'est pas du bruit là. Évidemment, il y a le bruit quand il pose la question et quand l'élève donne la réponse, mais il y a une espèce d'enthousiasme en fait à vouloir souvent aller le plus vite. Il y a souvent ce challenge-là. J'ai envie de dire que c'est du bruit constructif. Donc, est-ce que il y a volonté de vouloir restreindre ce bruit-là? Je ne crois pas. Euh, En tous les cas, moi, j'ai pas remarqué de bruit hors contexte mathématique, vraiment. Maintenant, on est dans le cadre d'un jeu. Donc, évidemment, quand c'est la classe entière euh, qui joue, là, forcément, plus de bruit que si les exercices
Puis les élèves sont en train de faire une évaluation, forcément. Je sais pas si j'ai répondu véritablement à la question. Moi, j'ai tendance à dire qu'on a dans ces cas-là du bruit mathématique. Alors, on a également Ce que j'ai trouvé, ouais, pardon. peut-être une précision, ce que j'ai trouvé aussi intéressant dans le cadre de la mise en place du jeu, euh, pour des élèves, par exemple, qui se retrouvent en difficulté, le fait qu'il y ait cette notion de gagner aussi, de mémoriser certains automatismes qui n'étaient pas acquis, dans l'espoir que la question retombe en fait ultérieurement quand ils vont rejouer. Ça, c'est quelque chose, c'est vraiment une plus-value que j'ai pu observer. Le fait de se forcer à mémoriser parce que il y a ce challenge en fait de pouvoir peut-être retomber sur une question et donc de mettre tous les atouts de son côté pour gagner. Donc, on avait une autre question aussi, une personne qui vient d'arriver et qui nous demande justement, est-ce qu'on peut utiliser ces cartes en début de séance pour travailler les automatismes? Tout à fait. Ça correspond vraiment à ça, hein. C'est vraiment le principe d'une flashcard, hein, comme on peut en avoir rencontré. Et là, on n'est plus forcément dans le contexte du jeu. J'entendais tout à l'heure un collègue qui pouvait peut-être être réticent à l'emploi de ça. Le jeu se met en place aussi progressivement. C'est bien ce que j'ai expliqué dans la présentation. Donc, dans un premier temps, ça peut être utilisé simplement en rituel, indépendamment du cadre du jeu. Et petit à petit, un comptage de points et ensuite en binôme, puis en équipe. Ça se fait aussi très progressivement. Mais tout à fait, ça peut être utilisé simplement en carte question-réponse de début d'heure. Oui. Avec un tri qui peut être fait aussi par l'enseignant en fonction des cartes qui ont posé plus de soucis, de façon à ce que la carte revienne le plus souvent possible. Ben, merci Marion pour votre présentation très claire. Et merci à toutes et à tous pour votre attention, vos questions durant tout ce webinaire. Voilà. Bonne fin de journée. Merci à Merci à tous. tous. Très bonne Au journée. revoir. Merci.